Bonjour, je suis le docteur Stéphane Edéry. Je suis chargé aujourd'hui de vous traiter au cours de cet e-congrès de l'apport de l'imagerie multimodalité dans le suivi de la cardiotoxicité des chiens. La toxicité cardiaque des chimiothérapies est un champ très vaste puisqu'il regroupe au moins 3 grandes toxicités, la toxicité myocardique, la toxicité vasculaire et la toxicité rythmique. Et nous allons essentiellement aborder dans cette présentation la toxicité myocardique qui peut se manifester soit par des dysfonctions systoliques du ventricule gauche sans symptômes, des épisodes d'insuffisance cardiaque et plus rarement des myocardites aigus, notamment lors de la prescription d'immunothérapie. Les principales molécules responsables de cette toxicité sont les anthracyclines, les thérapies ciblées et les immunothérapies. Alors en cardio-oncologie, de quoi avons-nous besoin? Vous voyez que l'objectif final est de prédire le risque d'insuffisance cardiaque et ou de dysfonction systolique du ventricule gauche avant qu'elle soit cliniquement patente. Et les outils donc, que nous avons à disposition, c'est l'outil gold standard qui était la biopsie endomyocardique, notamment pour documenter la toxicité des anthracyclines. Mais évidemment, on ne peut utiliser cette modalité chez tous les patients en raison de son caractère invasif. Il va falloir donc substituer à ce marqueur invasif des marqueurs de substitution que sont l'échographie cardiaque, l'IRM cardiaque et l'imagerie nucléaire qui vont pouvoir mesurer de façon plus ou moins précise la fraction d'éjection du ventricule gauche. Et pour chacun de ces paramètres, nous allons voir s'il existe des marqueurs qui permettent de prédire la dysfonction systolique ventriculaire gauche avant l'apparition de symptômes d'insuffisance cardiaque. Évidemment, il y a un rôle important des biomarqueurs, notamment la troponine, donc il est impossible de vous faire cette présentation sans vous parler de... Donc la première étape en cardio-oncologie, c'est de pouvoir mesurer de manière fiable la fraction d'éjection du ventricule gauche, puisque ça va être le marqueur et le paramètre qui va être adjudiqué comme marquant la toxicité cardiaque. Vous savez que les recommandations les plus récentes retiennent que c'est une baisse de plus de 10 points de la fraction d'éjection du ventricule gauche avec une fraction d'éjection du ventricule gauche inférieure à 50% qui est retenue comme marqueur de cardiotoxicité, quelle que soit la molécule prescrite en thérapie ciblée. Et donc, mesurer la fraction d'éjection du ventricule gauche est un paramètre crucial. Il faut donc s'assurer que l'outil que vous allez utiliser possède une variabilité la plus faible possible. Et lorsque vous comparez ici au sein de patients qui reçoivent une chimiothérapie pour la prise en charge d'un cancer, qui vont être évalués par différentes techniques, les modes bidimensionnels avec ou sans contraste, le mode tridimensionnel avec ou sans contraste, ou le mode 3D avec ou sans contraste, vous voyez que la technique qui a la moindre variabilité, c'est l'échographie 3D sans contraste, qui a une variabilité au cours du temps d'environ 5%, alors que l'échographie 2D a une variabilité d'environ 10%. Lorsque vous comparez maintenant différentes techniques disponibles chez les mêmes patients ici atteints de cancer du sein, vous les suivez au cours du temps, donc avant l'administration de la chimiothérapie, à la fin de la chimiothérapie à distance de celle-ci, vous utilisez ces différentes techniques pour mesurer la fraction d'éjection du ventricule gauche en considérant que l'IRM cardiaque est la technique de référence. Et la technique qui se rapproche le plus de l'IRM cardiaque est l'échographie 3D, qui mesure plus précisément la fraction d'éjection du ventricule gauche que l'ID. Il y a une moindre variabilité de l'échographie 3D comparativement à l'échographie 2D lorsqu'on la compare à l'IRM cardiaque, et l'imagerie de médecine nucléaire se rapproche là aussi de l'IRM cardiaque. Alors en pratique, qu'est-ce qu'ont retenu les recommandations? C'est qu'il faut évidemment mesurer la fraction d'éjection du ventricule gauche avant d'administrer une chimiothérapie potentiellement cardiotoxique, donc schématiquement les anthracyclines ou les thérapies ciblées, dont le trastuzumab, que l'échographie 3D est la technique de référence pour mesurer la fraction d'éjection du ventricule gauche. Mais évidemment, une fois que l'on a dit ça, se pose le problème de la disponibilité de cette technique dans les laboratoires hospitaliers ou de ville, et donc l'échographie bidimensionnelle peut être utilisé au prix d'une méthodologie rigoureuse, c'est-à-dire qu'il va falloir effectuer un Simpson biplan et vous confronter à plusieurs mesures, au moins 2 à 3 mesures, et faire la moyenne de ces mesures pour mesurer correctement la fraction d'éjection du ventricule gauche si vous n'avez pas l'échographie 3D. Maintenant, qu'en est-il du diagnostic de la toxicité cardiaque des chimiothérapies? Vous vous rappelez de la première diapositive, il s'agit d'avoir des marqueurs prédictifs très précoces, évidemment avant l'insuffisance cardiaque, idéalement avant la dysfonction systolique ventricule gauche, et donc très naturellement, en tout cas, ce qui a été évalué et testé après l'échec du Doppler tissulaire et techniques d'évaluation de la fonction diastolique, c'est l'imagerie de déformation qui est disponible chez l'ensemble des constructeurs, et c'est ce qui a été testé dans de nombreux
études. Alors je vous ai résumé ici les 7 dernières études qui ont été publiées sur le sujet. Donc chacune de ces études a toujours la même méthodologie, c'est-à-dire qu'on mesure évidemment la fraction d'éjection du ventricule gauche à l'état basal et on mesure le strain longitudinal global et on va suivre ce paramètre à la fois de fraction d'éjection du ventricule gauche et du strain longitudinal global au cours de l'administration de la chimiothérapie, que ce soit par anthracycline associée ou non à du trastuzumab. Et vous voyez que de manière relativement concordante dans l'ensemble de ces études, la variation du strain longitudinal global au cours de la chimiothérapie ou à la fin de celle-ci et les variations du strain, plus précisément, sont prédictives d'une dysfonction ventriculaire gauche qui apparaîtrait ici au terme de l'administration de la chimiothérapie ou à distance de celle-ci, en général à 1 an. L'autre stratégie qui a pu être utilisée dans un nombre plus restreint d'études, c'est la valeur du strain longitudinal global en valeur absolue, mesurée en général plus précocement, dès les premiers cycles de chimiothérapie. Et dans le travail de Clément Charbonnel, que je trouve extrêmement intéressant, cette valeur absolue du strain a été mesurée à 150 mg par mètre carré, donc quasiment au 2e cycle d'administration de la chimiothérapie. Et vous voyez que ce paramètre pris isolément permet de prédire la dysfonction ventriculaire gauche à terme avec une relative bonne sensibilité et spécificité. Et puis, vous l'avez vu, quand même, les variations de strain où la valeur absolue du strain peut être améliorée. Et vous voyez que la combinaison des valeurs absolues de strain ou les variations de strain combinées à l'information d'un biomarqueur, ici la troponine, permet d'améliorer la sensibilité de votre démarche ainsi que la valeur prédictive négative. Donc, plutôt que parler de multimodalité ici, je crois qu'il faut parler d'approche multiparamétrique qui repose évidemment sur la mesure de la fraction d'éjection du ventricule gauche, la variation du strain longitudinal global au cours de l'administration de la chimiothérapie combinée à la troponine, donc un macromyocytaire. Qu'en est-il maintenant de l'IRM? Il y a très peu d'études en IRM cardiaque qui permettent d'évaluer l'intérêt de cette technique comparativement à l'échographie cardiaque. Je vous ai regroupé ici les 6 dernières études qui ont porté sur l'intérêt de l'analyse du rehaussement tardif chez les patients qui ont reçu des anthracyclines. Vous voyez que chez ces patients, on arrive à montrer qu'il existe du rehaussement tardif chez environ 10 à 30% des sujets, certains sujets n'ayant jamais de rehaussement tardif, mais le rehaussement tardif, en tout cas dans ces études-là, n'est pas prédictif de la dysfonction ventriculaire gauche qui apparaîtrait à la fin de la chimiothérapie. Pareil, il est possible de mesurer le strain en IRM cardiaque et vous voyez là aussi un nombre très restreint d'études, 4 études sur cette modalité. Vous voyez, on est capable de montrer qu'il y a des altérations du strain en IRM, mais aucune n'est prédictive de la dysfonction ventriculaire gauche à terme. Donc pour l'instant, pour l'IRM cardiaque, il faut reconnaître qu'il n'y a pas une place très prépondérante pour diagnostiquer précocement la toxicité cardiaque liées aux chimiothérapies, si ce n'est peut-être ce papier, donc auprès d'une méthodologie un peu plus complexe qui est d'évaluer le T2 mapping, donc un paramètre de mapping de caractérisation tissulaire. Ces auteurs ont pu montrer dans un groupe restreint d'une centaine de patients qui recevaient des anthracyclines qu'il existait une modification du T2 et que cette altération du T2 était prédictive de la dysfonction ventriculaire gauche à terme. Donc peut-être plutôt là une piste de recherche, mais il va falloir complexifier l'évaluation de ces patients en IRM. Le rehaussement tardif, je vous l'ai montré, n'est pas prédictif. L'imagerie de déformation non plus. Et donc, c'est probablement les techniques de mapping qui devraient s'imposer. Mais nous avons besoin de plus de preuves pour pouvoir les appliquer. Alors, qu'ont retenu les recommandations? Les recommandations, pour l'instant, se sont basées sur les études déjà publiées. C'est donc la variation relative du strain qui a été retenue, avec une variation relative du strain de plus de 15%, donc entre l'évaluation avant la chimiothérapie et avant la fin de la chimiothérapie. Et lorsque vous atteignez ce seuil de plus de 15%, alors vous êtes probablement face à une dysfonction, une altération de la fonction contractile infra-échocardiographique. Attention lorsque vous mesurez ce paramètre, toujours avec la même machine, en tenant compte des conditions de charge qui vont influencer le strain indépendamment de l'altération contractile liée à la toxicité cardiaque de la chimiothérapie par
Alors voici un tableau qui vous résume à peu près les données actuelles de l'approche de cette toxicité. Il faut mesurer, je vous l'ai dit, la fraction d'éjection du ventricule gauche, le strain longitudinal global. Les recommandations proposent d'associer la troponine pour sensibiliser un peu cette approche. Vous avez un rythme de suivi qui est déterminé par le type de chimiothérapie qui est administré. Les anthracyclines, c'est avant la chimiothérapie, à la fin de la chimiothérapie. Les thérapies ciblées type trastuzumab, inhibiteur des tyrosine kinases, vous allez faire des échographies cardiaques tous les 3 mois et mesurer votre biomarqueur à chaque cycle. Et puis vous avez différentes situations ou scénarios cliniques sur lesquels je passe très rapidement. Schématiquement, votre fraction d'éjection du ventricule gauche reste supérieure à 50% avec des altérations du strain et une élévation de la troponine. On vous propose de faire une consultation de cardiologie et de discuter la poursuite de la chimiothérapie. Vous avez une fraction d'éjection du ventricule gauche au cours du suivi qui reste supérieure à 50%, des altérations modérées de la FEVG, des altérations modérées du strain, une troponine qui reste normale. On vous propose de contrôler à 3 semaines ces altérations et en général de toujours poursuivre la chimiothérapie dans ce contexte-là. Vous pouvez très certainement poursuivre la chimiothérapie lorsque la FEVG reste supérieure à 50%, les altérations du strain sont infimes, inférieures à 8%, la troponine restant non élevée. Vous suivez et vous poursuivez votre chimiothérapie. Puis il y a une situation qui est plus difficile, altération de la FEVG en deçà de 50%, associée à une baisse de plus de 10 points de la FEVG. Vous êtes face à une toxicité cardiaque avérée. Il est recommandé de contrôler à 3 semaines la pérennité de ces altérations et d'avoir une consultation de cardiologie pour discuter l'existence ou non de symptômes et discuter l'introduction d'un traitement cardioprotecteur et rediscuter avec l'oncologue la poursuite ou non de la chimiothérapie. Très clairement, l'enjeu est plutôt de poursuivre la chimiothérapie en essayant d'y associer un traitement par IEC et bêta-bloquant. Dernier grand type de toxicité, la toxicité liée aux immunothérapies. Donc, ce sont des anticorps monoclonaux dirigés contre les points de contrôle de l'immunité. Et ces prescriptions sont parfois associées à des effets adverses ou secondaires qui s'apparentent à des réactions auto-immunes. Donc, ça peut entraîner, par exemple, des uvéites, des colites, des myosites. Et ça peut entraîner, c'est la principale toxicité cardiaque, des épisodes de myocardite aiguë qui sont mortels ou létaux dans 50% des cas. C'est une toxicité relativement rare, dont l'incidence est estimée à moins de 1%, entre 0,5 et 1%. Et je vous ai mis en exergue ici 2 cas, les 2 premiers cas qui avaient été décrits de cette toxicité. Donc 2 patients qui vont recevoir une immunothérapie pour la prise en charge d'un mélanome et qui vont développer un BAV complet d'une part et des troubles du rythme ventriculaire. Et les biopsies endomyocardiques vont montrer qu'il s'agit d'un infiltrat lymphocytaire de lymphocytes CD3+, CD4+, CD8+, donc une infiltration massive du muscle cardiaque par des lymphocytes. La présentation clinique est assez brutale. C'est ici l'illustration de l'évolution de la fraction d'éjection du ventricule gauche en fonction des jours après l'admission de cette patiente qui a reçu donc une immunothérapie et qui 15 jours après va développer des symptômes relativement banaux à type de palpitations et de dyspnée. Elle est hospitalisée. Vous voyez ici la fraction d'éjection du ventricule gauche à l'admission est d'environ 50% et 4 jours après l'admission, elle va développer une dysfonction systolique du ventricule gauche pour aboutir à une FEVG à 10%, un état de choc cardiogénique nécessitant la mise en place d'une assistance circulatoire. Donc voilà ce qu'il faut retenir de cette toxicité, myocardite aiguë avec des formes hémodynamiques et état de choc et une létalité relativement importante et des altérations très profondes de la fraction d'éjection du ventricule gauche. Alors, comment faire le diagnostic de cette toxicité? Ça va être comme pour les autres myocardites pour l'instant. On va utiliser évidemment l'examen clinique, le biomarqueur essentiellement la troponine, l'électrocardiogramme. Je vous ai juste fait ici un focus sur l'IRM cardiaque, qui évidemment peut montrer du rehaussement tardif, de localisation très diverses. Vous voyez que dans 20% des cas, ça peut être sous-épicardique, à mi-myocarde dans 34% des cas et de manière diffuse ici, comme dans ce cas, dans 25% des cas. Mais retenez surtout que l'IRM cardiaque peut être normal dans 25% des cas pour l'information sur le rehaussement tardif. Donc certes une approche multimodale, mais il faut savoir que dans 25% des cas de myocardite documentés par une biopsie endomyocardique, l'IRM cardiaque peut être tout à fait normal sur l'information rehaussement tardif. Je vous ai mis ici en exergue un nouveau cas pour vous illustrer la difficulté du diagnostic et de l'approche multimodale. Une patiente qui va recevoir pour un cancer pulmonaire une immunothérapie, un électrocardiogramme normal avant l'administration de la chimiothérapie. Elle est asymptomatique, on lui fait un électrocardiogramme à titre systématique dans le cadre de la surveillance qui montre de discrètes modifications électriques ici à type d'onde négative et d'ischémie sous-épicardique inféro-apico-latérale. La coronarographie est strictement normale. L'IRM cardiaque est normal,
pas de rehaussement tardif, signal T1 normal, signal T2 normal. Et la biopsie endomyocardique qui est réalisée chez cette patiente montre des arguments en faveur d'une myocardite liée à l'immunothérapie avec un infiltrat lymphocytaire CD4+, CD8+. Donc vous voyez la difficulté de faire le diagnostic. Certes, l'approche multimodale fait progresser les choses, mais très souvent, vous aurez besoin d'une biopsie endomyocardique pour diagnostiquer de toxicité. Et donc, je vous ai mis ici de nouveau en exergue les recommandations qui ont été publiées en 2019 pour le diagnostic de cette toxicité, qui insistent bien sur l'approche multiparamètre et multimodale. Vous allez devoir combiner évidemment l'examen clinique, les données de l'électrocardiogramme, le biomarqueur et les données d'imagerie, essentiellement l'IRM cardiaque, mais dans un nombre non négligeable de cas, notamment lorsque vous aurez une IRM cardiaque normale et une situation clinique très évocatrice, vous aurez besoin de la biopsie endomyocardique. Voilà, ce sera ma dernière diapositive. J'ai essayé de vous illustrer l'apport de l'imagerie multimodalité dans le diagnostic de la cardiotoxicité liée aux chimiothérapies. Je crois qu'il faut distinguer deux situations. La toxicité cardiaque liée aux anthracyclines et aux thérapies ciblées, ou l'échographie cardiaque est la technique de référence pour l'instant, à la fois pour mesurer la fraction d'éjection du ventricule gauche, plutôt en 3D, mais le 2D reste valable si vous vous astreignez à une technique rigoureuse, notamment en mesurant le Simpson biplan. Le strain longitudinal global est pour l'instant le paramètre optimal pour détecter précocement la toxicité cardiaque des chimiothérapies par anthracycline et thérapie ciblée en combinaison avec la troponine, et qu'il existe un rôle limité pour l'IRM cardiaque et la scintigraphie myocardique dans ce contexte-là. L'IRM cardiaque étant limité aux difficultés de mesure de la fraction d'éjection du ventricule gauche en 2D, et il n'existe pas de facteur prédictif de la toxicité dérivée de l'IRM cardiaque. Ces situations sont à distinguer de la cardiotoxicité liée aux immunothérapies, pour lesquelles je vous l'ai montré, il n'y a pas de paramètres cliniques ou d'imagerie prédictive de cette toxicité, contrairement aux anthracyclines. Il y a un rôle central de l'IRM, comme dans toutes les myocardites, mais je vous ai montré que l'IRM cardiaque pouvait être négatif ou normal en présence d'une myocardite documentée par la biopsie. Et là, c'est plutôt le rôle central de la biopsie endomyocardique qu'il faut mettre en avant. Voilà, bonne journée.